Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à Bessay. Bessay, une commune rurale située entre Mareuil et Corps, Sainte-Pexine et Les Moutiers-sur-Lay. Ici, l'occupation des sols est extrêmement intéressante puisque le territoire est essentiellement fait de terres agricoles, une conception qui n'a guère changé depuis les années 90. Alors l'atout de ce village est bien évidemment la rivière la Smagne, cette Smagne qui est à l'origine de nombreux jardins. C'est ici que se situe le logis du Coteau, une propriété entièrement ceinte d'un jardin, tout un ensemble merveilleusement bien entretenu par la famille Fruchon. Bienvenue au jardin. Madame Fruchon, merci de nous ouvrir les portes du logis du Coteau pour qu'on découvre ce parc qui est aménagé comme on peut le voir sur les longs de cette Smagne, cette rivière au logis et au château. On est sur un endroit qu'on aime appeler le belvédère des cèdres, avec un alignement de cèdres un peu en courbe. Cette propriété, elle est quand même incroyable parce qu'on voit cette vieille demeure, voilà, qui est juste ici. Et pourtant, tout autour, on a des arbres, les cèdres, séquoias et autres, qui rappellent un 19e siècle. Qu'est-ce qui s'est passé ici, Madame Fruchon? Je pense que c'est l'amour d'une descendante de cette famille qui était implantée là depuis le milieu du 15e, qui a, par amour pour ces plantes, sans doute, semble-t-il, avec la complicité de son mari, qui a voulu implanter, sur le dessin qu'avait dessiné son ancêtre, implanter ces essences qu'on venait de découvrir et qui arrivaient en France au milieu du 19e. Est-ce que vous acceptez de nous raconter cette histoire, Madame Fruchon? L'histoire de cette famille. Alors l'histoire de cette famille, tout commence, c'est donc les Baudin. Les Baudin, le premier aveu que l'on retrouve, c'est au milieu, à la fin de la guerre de 100 ans. Ils s'implantent ici, ils y restent jusqu'à la vente aux enchères de 1887. Extraordinaire. Des siècles et des siècles ici au Coteau. De présence et d'amour pour cette demeure. Il y a eu trois grandes transformations à la Renaissance, au XVIIe, et la dernière en 1770, telle que l'indique la date sur le linteau, avec cette belle devise « Paix à cette demeure digne de probité ». C'est formidable. Donc des transformations sur la demeure, mais aussi sur le jardin, j'imagine. Sur le jardin et sur l'exploitation, parce qu'un logis vendéen, c'est un domaine agricole, avec une partie réservée aux maîtres et l'autre partie aux animaux et aux personnes qui s'occupent de ces animaux. C'est une vie en symbiose, en fait. C'est une vie partagée sur un lieu avec les règles du siècle des Lumières. On est à la fin du XVIIIe, c'est le siècle des Lumières. On s'ouvre sur la nature. Et ce personnage qui a marqué cette date de 1770, c'est Charles-Louis Baudin. Et j'apprécie, je sens sa présence au fur et à mesure que je parcours cette demeure, parce qu'il y a mis une empreinte de sagesse, de sérénité. Et c'est lui qui a, puisque le cadastre napoléonien l'atteste, c'est lui qui a dessiné cette partie du parc où sa petite fille va faire pousser, va planter ses arbres. Donc qu'est-ce qui se passe sur ce cadastre pour ce jardin du Coteau? Qu'est-ce qu'on y voit? Quelle information on peut glaner de ci, de là? Alors d'abord l'existence, l'implantation des bâtiments et que l'on retrouve aujourd'hui. Ils sont tous là. Et puis ensuite le dessin de ce qui va devenir le parc 19e, avec le travail de la Smagne. Avec le travail, voilà, c'est-à-dire que ce jardin
a été aménagé en fonction bien sûr de l'eau, mais aussi j'imagine du relief, parce qu'on est quand même sur un coteau. Le costeau veillé. Le costeau C'est veillé, joli comme nom en plus. coteau couvert de vignes, qui apparaît dans un acte à la fin du XIIIe siècle. Quel aménagement on peut voir sur ce document qui date du début du XIXe siècle? Est-ce qu'il y a déjà certaines terrasses? Est-ce qu'il y a des parcelles? Je pense notamment au potager, aux fruitiers, à un affiage ou autre. Oui, tout à fait. On retrouve vraiment les caractéristiques, l'affiage, le champ de l'air où on stockait tout le matériel, près de la grange, l'affiage où on greffait les petits fruitiers. Près de la rivière, on retrouve la motée, qui est donc un jardin près de la rivière qui va permettre des cultures l'été quand il fait chaud, puisqu'on a l'eau à proximité. Un verger, derrière nous c'était le verger. Et puis il y a une parcelle qui s'appelle les essarts. Essarté, c'est défriché, donc ça veut dire que c'est une parcelle qui venait juste d'être défrichée en 1820. Et on peut penser que lorsque Charles Baudin rénove son logis, quand il construit sa grange, une des premières granges de Vendée, il peut prendre le bois des arbres du bois qu'il a fait couper. Donc comme quoi effectivement ce plan est une source d'information absolument incroyable. Est-ce qu'au niveau de la rivière, on peut retrouver des aménagements particuliers? Tout à fait, on peut découvrir cela. Alors, hop, ça c'est pas du 19e, ni du 18. On peut retrouver cela au niveau de la Smagne. Oui, il y a ce que certains appellent l'embarcadère. Il y a un muret, il existe encore un vestige d'un muret qui permettait de naviguer sur la Smagne en barque et peut-être d'aller sur l'île que Charles Baudin avait fait aménager, puisqu'on découvre cette île bien tracée sur le plan napoléonien. Retrouvons désormais notre apprenti du jardin. Pour l'instant, le jardin est moi. Des parcelles d'habitation de plus en plus petites deviendront plus courantes dans le futur. L'étalement urbain et l'optimisation des espaces seront les principales causes. Il faudra donc remédier à la plantation de végétaux différents. En effet, les végétaux plantés sur les parcelles de demain joueront un rôle essentiel dans l'aménagement d'un terrain. Face au changement climatique, les futures plantes seront faites pour résister à la sécheresse, à la pollution et aux températures extrêmes. Les végétaux favoriseront la biodiversité en accueillant les oiseaux, les pollinisateurs. Ils permettront aussi de purifier l'air et de filtrer les eaux pluviales. Le sédum, le forbe, le pourpier et le savonnier seront donc les meilleurs types de végétaux à utiliser dans vos petits jardins. En revanche, les gros sujets comme le chêne ou le marronnier seront à proscrire. Les murs et les toitures végétalisées, les haies arbustives deviendront des éléments communs dans vos parcelles de demain. Ils apporteront non seulement de la beauté dans vos jardins, mais des avantages écologiques concrets. En effet, ils contribueront à la régulation thermique des bâtiments en réduisant la consommation d'énergie. Incroyable. Donc là, vous avez les deux séquoias, le giganteum Qui est juste derrière nous. et quelques mètres plus bas, ce bosquet. Vous imaginez la richesse en fait? La richesse de cette propriété? Avec ce bosquet, c'est assez unique en fait, je crois. Ah bah c'est complètement unique sur le département. L'endroit là est absolument magique. On a la rivière, on a ce bosquet qui est ici, avec ses ancêtres. Oui, ça c'est un endroit très privilégié, dominé, on est dominé par cette, je ne sais pas quelle hauteur. Non, c'est énorme, énorme. Quelle est la particularité de ce séquoia, Madame Frechon? Il va rester comme ça à l'année en fait?
Ah oui, oui, toujours vert, sans pervirens, toujours vert. Il garde son feuillage vert, enfin, c'est pas les mêmes. Vous voyez bien qu'il tombe, mais il se régénère tout de suite. En fait, il ne perd pas ses aiguilles. Et vous qui l'observez régulièrement, quelle attitude il a face au réchauffement climatique? Par exemple, ces sécheresses qu'on a pu avoir ces dernières années. Bien, je pense que vous avez la réponse derrière vous, avec ces trois séquoias qui sont dépouillés de qui étaient aussi verts que ceux-là il y a 4 ans, et qui sont dépouillés, il y en a 4 même, qui sont dépouillés de leurs branches vertes. Mais, chose remarquable, regardez bien, vous voyez qu'ils remettent des branches vertes. Oui. Signe d'espoir quand même. Donc vous les maintenez ainsi. Maintenez-les, ça se régénère, vous verrez, ils reverdiront. Donc il faut attendre, il faut être patient. Il faut être patient, mais ça c'est aussi, comment dire, l'adage du jardin, la patience. Tout à fait. C'est essentiel, c'est vraiment essentiel. C'est essentiel d'être patient et de ne pas vouloir, de laisser la nature s'équilibrer, trouver son équilibre. Et la respecter. Il est désormais temps de retrouver Olivier pour une histoire de jardin. Pour cette nouvelle histoire de jardin, nous allons évoquer la perspective. Les grands jardins réguliers classiques, en France au XVIIe siècle, se développent grâce au progrès en termes de géométrie pratique, au progrès en termes de maîtrise hydraulique et grâce à l'application des lois de l'optique et en particulier la mise en œuvre de la perspective longue. La perspective longue, elle permet des effets d'optique. La perspective peut être accélérée ou ralentie. Elle est ralentie, par exemple, à Vaux-le-Vicomte, où le nôtre rapproche visuellement le point central de la composition grâce à un effet de perspective ralentie, en écartant les coulisses de l'axe central de composition. Alors, la perspective longue, on la retrouve en province, en Vendée plutôt au XVIIIe siècle, de façon assez modérée quand même. Il n'y aurait qu'une trentaine de grands jardins classiques en Vendée, qui ont pour une bonne part disparu, soit qu'ils aient été abandonnés, soit qu'ils aient été urbanisés. Il reste quelques témoignages assez simples dans leur composition par rapport à leurs devanciers princiers. Et ce style va connaître de dernières évolutions au début du XIXe siècle. On modernise d'anciens jardins clos réguliers en les ouvrant vers l'extérieur. C'est par exemple le cas à la Chaboterie où, par 4 alignements d'arbres, on crée une perspective longue à peu près dans l'axe du château, mais qui est contrariée par la voirie périphérique. Madame Fauchon, quels seraient vos projets ici les prochains mois, peut-être même les prochaines années pour ce jardin du Coteau? Alors il est certain que nous avons à replanter et à également dégager ces vues sur la Smagne. On a cette richesse, oui, cette rivière. Et replanter, eh bien, il y a plusieurs... plusieurs objectifs. Est-ce qu'on replante en respectant l'histoire de ce lieu ou est-ce qu'on replante en jouant la restauration contemporaine? Mais c'est peut-être l'équilibre des deux qui conviendrait à ce lieu. Et comment répondre à ces questions? Vous vous faites aider? Vous, à ce moment-là, vous sollicitez des professionnels ou c'est simplement vous par rapport à votre observation, vos connaissances? Non, alors effectivement, il faut beaucoup visiter, beaucoup écouter, se renseigner et faire appel effectivement à des gens professionnels. Mais vous n'ignorez pas que nous avons une fille qui pourrait, travailler sur ce site. Bien sûr. Avec les connaissances qu'elle a pu acquérir. Bien sûr. Donc vous voyez, là, on sent vraiment le coteau, on monte. Là, ça y est, là, on en a plein les jambes, plein les cuisses. Et donc, on a atteint ce merveilleux pigeonnier qui est toujours ici.
symbole d'une époque, d'un temps. Et la Fiège? Et dont la on parlait Fiage, tout à c'était l'heure. donc cette parcelle qui est là, sur notre droite. Et quand les arbres ont moins de feuilles, nous apercevons le donjon du château de Bessay. Voilà, tout est bien pensé, tout est bien conçu. Madame Fruchon, mille merci pour votre accueil. J'espère qu'on pourra revenir d'ici quelques années, voir comment les choses Ont évolué. ont évolué au coteau. Vous serez toujours les bienvenus. Ce site est ouvert, donc vous serez toujours les bienvenus. C'est très gentil. Nous nous contentons de transmettre ce que notamment la famille Baudin a fait. Je suis un peu essoufflée après Oui, ça. c'est normal. C'est bien normal. Merci C'est beaucoup, un Madame hommage pour cette Fruchon. famille qui, pendant 4 siècles, a laissé son empreinte en ces lieux. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Comme nous, j'espère que vous avez été séduits par ce jardin du logis du coteau où ici, l'éveil des sens est vraiment assuré. Sachez que la famille Fruchon ouvre son jardin au moment de rendez-vous nationaux comme les Journées européennes du patrimoine, mais aussi à certaines dates pendant l'été. Je vous souhaite de très belles découvertes et je vous donne surtout rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Bienvenue au Jardin.